bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence organisée par IRDAS pour aborder le sujet de l'entrepreneuriat dans les temps sensibles en Afrique. Et avant toute chose, je tiens à préciser que cette émission est enregistrée et qu'elle sera diffusée plus tard sur l'ensemble de nos plateformes, notamment sur notre chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas, soumettez vos questions par écrit et je les poserai au fil de la discussion à nos intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on sait tous que l'Afrique connaît souvent des périodes qui sont assez sensibles et qui laissent les populations, notamment les entrepreneurs, avec des questions sans réponse. Et pourtant, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place de part et d'autre du monde pour apporter des solutions pérennes. Et c'est l'objectif de cette conférence aujourd'hui est justement de permettre à chacun d'entre nous de prendre connaissance de divers dispositifs qui sont à notre portée, que ce soit en Europe, donc en Occident ou encore en Afrique. Et pour traiter ce sujet, nous sommes ravis, vraiment ravis d'accueillir 4 intervenants, dont le premier est Monsieur Sami Mwamba. Bonjour Sami, qui est, Bonjour. qui est CEO de Ito Africa, une société internationale d'externalisation et de sous-traitance d'informatique. Ensuite, Sami, vous êtes également le cofondateur de Mungo Hub, qui est un incubateur, accélérateur et un espace de coworking pour les Africains. Avec Sami, nous avons Anna Cardenes-Bilbao. Bonjour Anna. Bonjour. Qui est chef. Alors, Anna, vous êtes chef du service entreprise et économie à la Casa Africa, donc la maison de l'Afrique. Vous gérez la politique étrangère de l'Espagne envers le continent africain dans les domaines de la diplomatie publique et de l'économie. Vous dirigez également des événements relatifs à ces secteurs, notamment en ce qui concerne les visites professionnelles, les échanges ou encore les forums. Troisième intervenant, donc c'est Madame Machini Dosso. Bonjour Machini. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en économie de l'innovation, coordinatrice de projet de la Commission européenne, JRC, qui signifie Joint Research Center, donc centre commun de recherche, et ceci se passe au sein de la ville de Séville en Espagne. Et l'un de vos objectifs est d'exploiter le potentiel de la science, de la technologie et de l'innovation des territoires en Afrique subsaharienne afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Et enfin, je vous en prie, notre quatrième intervenant est Daniel Alfaro Posada. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de OEN International, une organisation à but non lucratif de droit espagnol visant à développer de nouvelles méthodes de collaboration et de développement sur la scène internationale. Ça va, je n'ai pas fait d'erreur au niveau des 4 intervenants? C'est bon. C'est bon. Parfait. C'est bon. Alors, parfait, on peut passer à la suite. Avant ça, je rappelle à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, que cette émission est enregistrée. Elle sera diffusée sur l'ensemble de nos plateformes, sur YouTube, LinkedIn, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser par écrit et moi, je les poserai à nos intervenants au fur et à mesure de l'échange que nous allons avoir. Je vais commencer avec Sami. Alors, vous êtes de ceux qui prouvent qu'une collaboration entre les entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora est l'une des clés du développement de l'Afrique et plus précisément de la République démocratique du Congo. Vous êtes vos 2 activités, Ito Africa et Mungo Hub. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dire en quoi ça consiste, quelles sont les différences ou encore en quoi est-ce qu'elles sont complémentaires? Bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler de ce que nous sommes en train de faire en Afrique, précisément en RDC. Ito Africa vient d'un concept. On avait remarqué qu'en Afrique, ce ne sont pas les solutions qui manquent et ce sont les gens qui ne savent pas accueillir d'abord les solutions digitales. Alors, nous sommes dit, nous avons la mission d'abord de sensibiliser les personnes sur quoi est le numérique avant de leur offrir tout ce qui est comme digital. C'est là que nous avons créé le nom IT OT Africa, qui signifie IT Open Talk Africa. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Au départ, nous voulions mettre les professeurs, les étudiants et même les élèves ensemble afin de trouver des solutions digitales concrètes aux problèmes que nous avons dans nos communautés. Ensuite, nous avons évolué, nous sommes dit, parler des solutions sans les implémenter, ce n'est pas quelque chose d'intéressant.
on doit trouver un moyen d'apporter des solutions maintenant concrètes à la population. Donc, nous sommes réunis avec des professeurs, avec des élèves et des étudiants ensemble, afin de trouver d'abord des solutions dans l'agriculture, dans la santé et dans l'éducation. On a commencé à offrir des solutions comme ça, et c'était des solutions qui étaient libres et open source. Mais quand on a évolué, nous nous sommes rendus compte qu'avec les solutions libres et open source, il n'y avait pas moyen de se faire de l'argent en Afrique. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver d'autres moyens pour amener de l'emploi ou créer de l'argent avec les compétences que nous avions à l'époque. Alors, un jour, après plusieurs tentatives d'essayer, en essayant de vendre nos solutions, on n'a pas pu. Un jour, je tombe sur une publication Facebook où une entreprise canadienne dit « Nous cherchons des développeurs en Afrique francophone ». Et je me suis dit « Je tente ma chance ». J'ai écrit pour passer l'interview et ils ont fait des recherches sur moi et sur ce que nous étions en train de faire en RDC. J'étais très content et ils se sont dit « Ok, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'emploi que vous êtes en train de créer en RDC. Et du coup, au lieu que nous puissions prendre 2 ou 3 ou 4 personnes dans différents pays, nous voulons prendre des gens que vous avez dans votre organisation qui est IT Open Talk Africa. » C'est comme ça que nous avions vu la volonté là et les marchés qui existaient à l'étranger. Donc, plutôt que de nous concentrer sur des entreprises qui n'existaient pas au pays pour créer de l'emploi, nous nous sommes dit, on peut vendre nos compétences à l'extérieur. Donc, on peut ramener de l'emploi à l'extérieur ici en Afrique. Vous savez qu'il y a des pays comme la Belgique où il y a aujourd'hui manque des développeurs informatiques. Il y a aussi le Canada qui commence à manquer la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs millions de jeunes qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Alors, pour éviter les mouvements de masse, des migrations, nous sommes dit, plutôt que de commencer tout le temps à aller en Europe pour chercher de l'emploi, aujourd'hui, le numérique peut nous aider à ramener de l'emploi en Afrique et faire du travail à distance. C'est comme ça qu'avec ITOT Africa, on a travaillé pendant 2 ans pour des entreprises étrangères, mais en restant en RDC. Et on a pu créer au moins 350 emplois pour les jeunes en RDC. Et après ça, on a commencé à évoluer. Parmi les jeunes qu'on était en train de recevoir, il y avait des personnes qui avaient des idées exceptionnelles en entrepreneuriat. Donc, on les formait, oui, on les plaçait sur des projets à l'étranger, mais c'était des gens qui avaient leurs propres projets. En Afrique, surtout en RDC et dans la province où je suis, quand vous étudiez et que vous finissez, normalement, vous devez aller dans une entreprise minière. Et dans l'entreprise minière, vous ne créez pas. Vous utilisez des solutions qui existent déjà. Et si vous ne partez pas dans une entreprise minière, vous vous retrouvez sans emploi. Et pour ne pas vous retrouver sans emploi, les jeunes essayent de créer leur propre entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se réveiller un peu en RDC, que ça n'existait pas avant. Tout le monde veut lancer quelque chose. Et en passant par l'informatique et l'agriculture, ce sont des choses qui deviennent plus simples. Mais ces jeunes sont butés à plusieurs problèmes. Avoir une entreprise, ça veut dire avoir des locaux, avoir la connexion à Internet, avoir une équipe pour faire tout ce qu'il y a comme activité commerciale, avoir des documents légaux. Et ça devient plusieurs choses en même temps qui empêchent que les gens puissent créer leurs propres entreprises et qui ne savent pas comment être guidés. Alors, parmi les jeunes qu'on avait, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs qui avaient des projets intéressants. Alors, nous, on voulait créer un espace pour eux, pour les encadrer, les accompagner, leur donner au moins la connexion à Internet et voir comment on peut leur offrir un financement de départ pour démarrer. Ailleurs, il faut des grands financements pour commencer l'entreprise, mais ici en Afrique, avec $3 000 ou $5 000, quelqu'un peut se concentrer sur son projet et arriver à évoluer s'il est bien encadré, s'il a des formations adéquates, s'il a un espace de coworking pour travailler ou être accompagné. C'est là que nous avons créé Mungano Hub, qui est aujourd'hui un incubateur, un accélérateur. J'appelle ça un coworking space et un réseau d'affaires. Pourquoi un réseau d'affaires? C'est que
nous sommes aussi en train de demander aux Congolais qui sont à l'étranger de revenir au pays pour que nous puissions créer ces réseaux-là, que ce soit un réseau des entrepreneurs étrangers qui viennent investir dans leur pays. Et nous, en tant que structure, on s'occupe de tout ce qu'il y a comme démarche pour avoir des documents, les papiers pour créer l'entreprise, mais aussi faire l'étude des marchés sur des cas qui sont concrets. Donc, voilà un peu c'est quoi ITC Africa et Mongano. D'accord, merci beaucoup Samy. Juste pour récapituler un petit peu, ça veut dire que le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui aux populations africaines ou congolaises, c'est de se dire que voilà, il faudrait se former dans d'autres secteurs, par exemple celui du numérique. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, Samy. Oui. Oui, je suis là. Ah, d'accord. Donc, ils devraient se former dans le domaine du numérique. Et pour ceux de la diaspora, vous les incitez vivement à rentrer sur le continent pour pouvoir y développer leurs activités et ainsi les accompagner. C'est bien ça? Oui, exactement. Pour les gens qui sont dans la diaspora, des fois, ils se plaignent. Ils disent que le gouvernement ne fait rien pour la population. Et à un certain moment, quand on s'est mis à analyser, ce n'est pas le travail qu'on devait laisser juste au gouvernement. Le gouvernement n'a pas tous les moyens qu'il faut. Dans beaucoup des pays occidentaux, nous voyons ce sont des entreprises comme des Facebook et Amazon et des grandes boîtes qui arrivent à créer l'économie du pays. Aujourd'hui, on se base tout sur, on s'est dit, c'est le gouvernement qui doit faire ceci pour nous, le gouvernement doit faire cela pour nous, mais à un moment, le gouvernement n'a pas tous ces moyens-là. Alors, quand la diaspora se plaint, ce n'est pas ça la solution. Quand la diaspora rejette la faute sur les gouvernements, ce n'est pas ça la solution. Certes, le gouvernement a sa part de choses à faire, mais à un moment, vous devez être acteur du changement. Mais comment être acteur du changement dans des pays africains, c'est d'essayer de créer de l'emploi avec les peu de moyens que vous avez. Si vous n'arrivez pas à vous déplacer pour venir créer votre entreprise au pays, vous pouvez vous baser sur l'accompagner dans la création de l'entreprise et créer de l'emploi au moins pour une ou deux ou trois personnes. D'accord. J'ai juste une question par rapport au Congo, lorsque je suppose que vous avez réalisé une petite étude de marché pour voir s'il y avait une petite concurrence déjà, enfin, je veux dire une concurrence, s'il y avait d'autres organismes, je pense c'est mieux, qui étaient déjà sur le territoire et qui proposaient les mêmes services, à peu près les mêmes services que vous. Oui, par exemple, pour ITOT Africa, il y a des gens qui évoluaient, mais ils étaient un peu détachés entre eux. Le slogan que j'ai, c'est ensemble, nous allons plus loin et ensemble, on est fort. Donc, par exemple, avec ITOT, j'ai voulu réunir toutes les personnes ensemble afin de créer d'abord des solutions pour la population. Avec Mungano, certes, il y a des incubateurs qui existent aujourd'hui. À Kinshasa, il y en a quelques-uns, il y a 5 ou 6 incubateurs. À Lubumbashi, il y en a 2 ou 3. Mais avec Mungano, nous avons trouvé une stratégie un peu différente. Un incubateur, ça demande de la ressource humaine, donc des gens pour accompagner. Ça demande des locaux pour accompagner les gens. Alors nous, on a essayé d'ajouter la touche technologique dans un incubateur. Ça veut dire, on a une plateforme virtuelle qui permet de faire à 90% des activités qui peuvent être faites physiquement dans un incubateur physique. Du coup, vous pouvez accompagner une personne qui a une idée jusqu'à élaborer son business plan sans vous voir, donc sur la plateforme, sans vous voir physiquement, et vous travaillez comme ça, jusqu'à faire du marketing pour lui et parler de son projet sans qu'il soit dans un incubateur physique, jusqu'à trouver des financements pour lui sans qu'il soit dans un incubateur physique. Et ça, c'est ce que nous avons apporté dans Mongano Hub. Et aussi, l'autre chose, c'est que, vu que nous sommes peu nombreux et on n'a pas toutes les compétences qu'il faut pour enseigner, que ce soit dans les finances, élaboration du business plan, créer un réseau d'investisseurs, nous cherchons, en fait, on est en train déjà de recevoir des volontaires qui sont prêts à accompagner des jeunes à distance, en fait. Il y en a une centaine qui s'est porté garant pour dire, nous, on va accompagner gratuitement des startups qui vont adhérer dans mon canal. D'accord, très bien. Et je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de l'agriculture, et c'est vrai qu'on entend souvent que l'une des forces de l'Afrique, c'est vraiment ce côté-là, c'est l'agriculture. Vous, de votre côté, Oui. vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a des solutions, des actions que vous avez déjà mis en place
aujourd'hui par rapport à l'agriculture, mais aussi dans d'autres domaines comme l'éducation, le tourisme ou encore la santé? Vous m'avez entendu? Est-ce que Samy est toujours avec nous? Non. Alors, je crois que Samy a eu un petit souci de... Allô? Oui, Samy, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord, super. Vous avez entendu ma question? Oui, oui, concernant l'agriculture. Oui. Enfin, les actions que Euh, vous avez pu mettre en place, que ce soit dans l'agriculture, l'éducation, la santé, voilà. OK. Commençons par l'éducation. Mhm. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les Covid-19, toutes les écoles ont été fermées, donc des écoles physiques. Je peux parler dans ces sens-là. Dans certains pays, on voit, bon, ça existait déjà avant, des cours qui pouvaient se passer à distance sur des plateformes numériques. Mhm. Aujourd'hui, en RDC, les écoles ont été arrêtées, mais quelques-unes essaient de s'en sortir grâce aux solutions que nous proposons. Je vais prendre l'exemple de la solution ETELO, qui permet d'abord de gérer l'école, la finance et tout ce qui est comme travaux pratiques, mais aussi récemment, on a lancé en collaboration avec ETELO une plateforme qui permet de donner des cours à distance qui s'appelle Classroom. Et là, il y a déjà des écoles qui commencent à adhérer pour enseigner d'une façon adaptée au contexte congolais des cours à distance. Et déjà, il y a plus de 5000 élèves qui sont en train d'étudier aujourd'hui et certains sont encore en train d'adhérer. Donc ça, c'est une solution pour l'éducation. Pour la santé, dernièrement, nous avons lancé une plateforme d'abord pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Et la plateforme a été adoptée par les ministères de la Santé via les PETINTIC comme étant la plateforme officielle du ministère de la Santé pour la lutte contre la propagation du Covid-19, où les gens peuvent signaler les cas, les gens peuvent recevoir des informations dans les 4 langues nationales, les gens peuvent voir les zones qui sont à risque et aussi le ministère de la Santé sait voir où intervenir rapidement et c'est une solution qui est déjà utilisée aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 personnes qui sont en train de visiter la plateforme et sont en train de l'utiliser et nous sommes en train de l'adapter. Ça, c'est dans les domaines de la santé. L'agriculture, oui. Non, non, je vous écoute. Oui, concernant l'agriculture, déjà, quand on parle de l'agriculture en RDC, c'était d'abord une chose qui appartenait qu'à une vieille génération. Et la génération là, quand les minings sont arrivés, par exemple, dans ma province du Katanga, les gens ont abandonné leur terrain parce qu'ils étaient embauchés dans des entreprises minières. Moi, j'ai grandi à une époque où on ne manquait pas des légumes dans la maison, on ne manquait pas tout ce qu'il y avait comme céréales dans la maison parce que chacun dans les quartiers avait un champ quelque part. Mais quand les minings sont arrivés, les gens ont arrêté et puis sont partis là-bas. Et les jeunes ont commencé à se dire que l'agriculture, c'est quelque chose qui appartenait à une certaine catégorie de personnes, des vieux, des pauvres. Mais aujourd'hui, il y a un esprit entrepreneurial qui commence à se réveiller en Afrique, celui de dire l'agriculture, c'est l'avenir, c'est ça même qui garantit la souveraineté, en parenthèse, d'un peuple. Si on arrive à manger, on arrive à survivre, c'est ça qui est le plus recherché aujourd'hui. La province où je suis était dépendante des autres pays, par exemple la Zambie. Si la Zambie ne fournit pas, ou bien si la frontière est fermée, notre province n'arrivait pas à produire. Mais ça, ce n'était pas le seul problème. C'est qu'il y a des agriculteurs en RDC, mais ce sont des agriculteurs qui ne transforment pas. Et c'est là qu'il y a les soucis. Ailleurs, on sait transformer les maïs en farine, on sait transformer les arachides en beurre de cacahuètes. Mais ici, chez nous, quand on cultive, on ne sait pas transformer pour vendre un produit qui est déjà fini, quoi. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plus d'activités. Les jeunes sont en train de se réveiller et puis sont en train de créer maintenant des entreprises en agriculture. Nous, on a déjà créé 2 entreprises des Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent se lancer en agriculture, pour qui on a cherché des terrains
pour qui on a fait des documents, pour qui on a fait l'étude des marchés. On a même proposé ce qu'il faudrait faire pour être différent des autres personnes qui ont existé avant. Donc, c'est comme ça qu'on essaye d'apporter notre touche dans tout ce qui est comme… D'accord. Ok, merci beaucoup Samy. On reviendra un petit peu plus tard sur certains points que vous avez énoncés, mais je voulais poser une question à Anna. Anna qui, à travers Casa Africa, donc vous offrez aux entreprises espagnoles une vue d'ensemble sur la situation économique et les opportunités d'affaires sur le continent africain. Par rapport aux difficultés à certaines difficultés que Samy vient d'énoncer, notamment pour les jeunes qui souhaitent créer, le fait qu'il faille des locaux, il faille une connexion Internet, une équipe, certains documents légaux. Que pensez-vous de ces difficultés? Est-ce qu'il y a des solutions que vous proposez au sein de la Casa Africa? Bon, en fait, nous, on a déjà fait plusieurs rencontres sur cela pour essayer de rapprocher des Africains avec des Espagnols qui travaillent dans les mêmes domaines pour essayer de trouver de formes de partenariat. Et sur ce que Samy disait, en fait, on connaît très bien un jeune espagnol qui a mis en place et j'invite Samy à le visiter ou je peux même lui envoyer l'adresse web. C'est une plateforme qui s'appelle Bridge for Billions. C'est en anglais le nom. Pont pour des billionnaires ou quelque chose comme ça, peut-être en français, je dirais. Et c'est super intéressant. Et en fait, c'est que cette plateforme a fait, elle a déjà formé aussi beaucoup d'Africains, surtout ceux qui vivaient dans des zones rurales qui n'avaient pas accès à une formation un petit peu générale dans le domaine du business, etc. Alors, on met en place, enfin, la personne qui est intéressée d'essayer de mettre en place une petite entreprise, grâce à Bridge for Billions, ils étudient disons, le projet et on leur donne un menteur, on peut dire ça, menteur? Bon, une personne qui fait le suivi, qui étudie le projet. Oui, un mentor. Et oui, et je pense que c'est un mois et demi, on a une idée réelle si le projet est faisable ou pas. Et il a déjà formé des centaines de personnes et des jeunes. Et bon, c'est une des initiatives que je pense que est très faisable enfin, qu'on peut quand même la faire connaître dans beaucoup de pays africains. Bien sûr, il faut y avoir un bon accès à Internet pour pouvoir être en contact avec le monteur, etc. Mais bon, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui marchent très bien. Et elles ont marché pas seulement en Espagne, mais aussi ailleurs. Alors, c'est vrai que le type de coworking que Samy parlait aussi, nous aussi, on a des initiatives similaires et bien sûr, elles sont très intéressantes. Et aussi, c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas très cher d'avoir un coworking de ce type. Et on pourrait aussi étudier à mettre en contact à des possibles investisseurs qui pourraient avoir intérêt dans des marchés africains avec, enfin, des Espagnols avec des potentielles personnes qui pourraient mettre en place des coworking dans des différentes villes africaines. Oui, ça, on peut le faire. Ok, merci. Donc là, en fait, vous étiez en train de répondre à ma question qui demandait ce que vous pensiez des difficultés que Samy avait énoncées. Mais est-ce que au sein de Casa Africa, il y a d'autres, comment dire, comment est-ce que vous présenteriez Casa Africa aujourd'hui aux personnes qui sont en train de nous suivre, notamment dans combien de pays africains est-ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, quand même, j'avais prévu une petite présentation de la maison
Parce que nous, c'est vrai qu'il faut tenir en compte que nous ne sommes pas une agence de développement. Enfin, nous, on essaye vraiment de rapprocher les pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne, à l'Espagne, parce que, enfin, on a commencé notre travail il y a déjà 12 ans et ça, enfin, c'est à cause de la crise migratoire qu'on a eue en 2005-2006 de la côte occidentale africaine vers, surtout vers l'Espagne et surtout les Canaries, là où on est Mhm. basé. Alors, au début, on a commencé à faire un travail et essayer de changer les stéréotypes vis-à-vis les pays subsahariens parce qu'on avait toujours l'impression, je veux dire, ici en Espagne et en Europe aussi, mais surtout en Espagne, aux Canaries, que l'Afrique était un territoire, disons, qui n'offrait rien, qui était pauvre. Il y avait beaucoup de guerres, etc. Alors, on essaye, nous, avec notre travail, de changer l'image et montrer aux Espagnols, mais aussi aux Africains envers l'Espagne, qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique subsaharienne Mhm. et faire noter qu'il y a un potentiel énorme, que enfin, la population est très jeune, qui peut offrir beaucoup de choses aux entreprises espagnoles qui déjà ont certaines limitations, surtout à cause de la population européenne qui devient de plus en plus âgée. Et c'est pour ça qu'on a été si affecté par la récente crise Covid et l'Espagne est un des pays les plus affectés de tout le monde. Mhm. Alors, ça, c'est notre travail en premier temps, mais c'est vrai que puisqu'on appartient au ministère des Affaires étrangères espagnol et aussi au gouvernement régional, on peut enfin, connecter des projets ou des initiatives africaines intéressantes avec des potentiels investisseurs espagnols, publics et privés. Mais on n'est pas quand même une agence de développement, alors on n'a pas beaucoup de fonds, Mhm. mais on essaie quand même de promouvoir des partenariats. J'espère m'avoir fait comprise. Oui, en tout cas, j'ai C'est un peu compliqué quand même à faire comprendre, mais je peux, si vous voulez, vous envoyer la petite vidéo de présentation qui est très claire, mais pour ne pas dépenser autant de temps, je pense que c'est mieux de l'expliquer un petit peu. Et puis, à ceux qui seront intéressés, bien sûr, je peux pour rentrer en envoyer la contact. vidéo même. Bien sûr, vous pourrez nous l'envoyer et puis je verrai, on verra avec l'équipe si on peut mettre ça sur notre chaîne YouTube, justement Oui, pour parfait. présenter l'activité. Et enfin, j'ai deux questions. La première, je ne sais pas si vous saurez y répondre, c'était de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que la Casa Africa prenne conscience en fait des opportunités qu'il y a en Afrique, que l'Afrique offre. Et la deuxième question que j'ai, c'est quand vous accompagnez une entreprise, vous l'accompagnez pendant combien de temps? Vous l'accompagnez déjà pendant combien de Oui, temps et aussi jusqu'à quel niveau? oui, en fait, on ne fait pas un accompagnement réel. Enfin, ce qu'on fait en premier temps, c'est de les contacter parce qu'on a un réseau assez intéressant espagnol, bon, un petit peu aussi européen, mais surtout espagnol et africain. Alors, on essaye de les mettre d'accord avec des potentiels acteurs qui pourraient être intéressants, mais on ne fait pas vraiment un accompagnement, mais c'est plutôt de mettre en contact deux personnes ou des deux institutions, entreprises, etc., qui pourraient être intéressées. Alors, également, si on fait par exemple un séminaire ou une formation ou d'autres choses de ce type, si on connaît déjà par exemple l'entreprise congolaise ou l'initiative congolaise dont Samy vient de nous raconter, on prévoit d'avoir un séminaire qui parle sur tout cela, enfin les tech hubs, etc. On pourrait l'inviter, les mettre en contact avec d'autres initiatives espagnoles
qui essaient la même chose. Mais on ne fait pas vraiment un accompagnement, mais c'est plutôt de les mettre en contact et essayer de voir que quelque chose peut se passer, mais pas d'une façon, pas dans une période très longue, ça dépend des cas. On a eu des personnes, par exemple, qui ont venu pour des séminaires concrets et, par exemple, il y a une scientifique jeune qui travaille au Ghana. Alors, on l'a invitée 2 fois et maintenant, on essaye aussi de faire un séminaire avec elle pour montrer ce que les femmes dans le secteur STEM sont en train de faire dans l'Afrique subsaharienne, le montrer aussi aux Espagnols. Enfin, il y a des différentes choses qu'on fait. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a une période concrète dans laquelle on accompagne parce que ça dépend beaucoup des différentes cas. Et pour la première question de pourquoi est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'est rendu compte, disons, que l'Afrique pouvait offrir beaucoup d'opportunités, je pense que c'est parce que quand même, c'est une question de politique et stratégique parce qu'on sait vraiment que l'Espagne est vraiment proche de l'Afrique et quand même, je veux dire, les Espagnols ont vécu pendant beaucoup d'années, pas face à l'Afrique, mais disons, pas proche de l'Afrique. Alors, on a voulu changer tout cela parce que déjà, les Espagnols ont toujours été présents dans l'Amérique latine. Alors, c'est une question d'État, je veux dire, c'est une politique qui est venue du gouvernement central, donnant des directrices en disant qu'il fallait quand même se rapprocher de l'Afrique et essayer de trouver des solutions communes et être plus présent parce que, comme je disais, l'Espagne est un territoire limité et qui doit trouver ailleurs d'autres marchés. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On reviendra aussi un petit peu plus tard sur vous, Anna. J'ai une question pour Machini. Je vous en remercie à vous. Machini, aujourd'hui, les startups, les incubateurs et les talents de la diaspora du continent sont tous à l'écoute de ce que le ou les marchés proposent. Et nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont sur le point de perdre tout ce qu'ils ont investi au cours des 5 dernières années. Et souvent, en fait, leurs investissements ne découlent pas de subventions. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que le JRC travaille avec l'Afrique? Machini, vous m'entendez? Merci. Oui, j'ai entendu la question. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi de m'accueillir. Et j'ai écouté les interventions d'avant qui étaient très, très intéressantes et avec lesquelles notre action s'aligne. Bon, je ne sais pas si je dois quand même dire qu'est-ce que c'est le JRC parce que peut-être qu'il y a moins de connaissances de ce monde, on va dire, dans le public qui nous écoute. Donc, très brièvement, le JRC, c'est, comme vous l'avez dit, le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Pour faire simple, c'est le service scientifique de la Commission européenne et nous sommes répartis, on est environ plus d'1 millier de chercheurs répartis environ sur 6 sites dans 5 pays de l'UE. Donc, notre travail, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des analyses scientifiques pour la prise de décision publique. Donc, on est un peu une organisation unique dans ce genre, dans le sens où on est une interface entre la science et la politique. Donc, bien sûr, il faut comprendre que la prise de décision publique a besoin de donner donc comment évoluent ces différentes dynamiques entrepreneuriales dont ils ont parlé avant, quelles sont les coopérations et comment toutes ces espèces d'initiatives ou d'actions s'alignent avec les problématiques de développement ou les agendas de développement des pays. Donc, le JRC, ce qu'il fait, en fait, on fait des analyses dans différents domaines qui ont été cités avant, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie, la mobilité, la société de l'information. Et en ce qui me concerne, et donc on va revenir un peu à ce qu'on fait aussi ici à Séville, c'est surtout l'innovation et la croissance. Donc,
Pour ce qui concerne la part avec l'Afrique, et je l'ai bien rappelé, nous sommes environ 2000 chercheurs. Donc, nous avons des collaborations multiples et sur des thèmes différents. Et je vais faire comme Anna là, je ne vais pas présenter toutes nos collaborations, mais en 2017, nous avons publié un rapport Sciences pour le partenariat Union africaine-Union européenne, où on a plus de 20 chapitres qui, si vous voulez, reflètent les thèmes de collaboration du GRC avec les pays et les organisations et institutions africaines. Et en annexe de ce document, c'est intéressant parce qu'on nous a demandé de lister tous nos partenariats. Donc, si quelqu'un dans l'Assemblée veut savoir quels sont les partenariats ou quels sont les outils de système d'information ou de base de données que nous mettons à disposition, que ce soit des NGO, des universités ou des gouvernements pour pouvoir avoir des visualisations de données ou des informations de terrain, elles sont disponibles dans ce rapport. Maintenant, qu'est-ce que nous, on fait ici et par rapport à ce qui se passe actuellement et donc, on va dire la fragilité, si vous voulez, que vous avez souligné, de nos PME face à ce choc, on va dire, à la fois sanitaire et on le voit bien économique et à plusieurs dimensions. Donc, concrètement, nous, on travaille sur ce qu'on appelle des stratégies de spécialisation intelligentes. D'accord? Et ces stratégies, je vais donner une explication très simple et revenir sur la thématique actuelle des PME et de l'innovation, justement. Donc, qu'est-ce que c'est des stratégies de spécialisation intelligente dont l'objectif principal est de promouvoir les agendas de transformation durable. Donc, comment les territoires veulent se changer, que ce soit des villes ou des régions, comment elles voient leur développement et comment mettre nos ressources d'innovation scientifique et technologique à disposition de ces agendas de développement urbain ou régionaux ou sous-régionaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise actuelle? Et pour revenir sur les spécialisations intelligentes, il y a deux principes de la spécialisation intelligente. Première chose, l'innovation crée la croissance et les emplois et permet d'apporter des solutions aux problèmes, que ce soit des problèmes temporaires auxquels on fait face maintenant, la crise, la pandémie, ou que ce soit des problèmes structurels de plus long terme. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'innovation. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on trouve ces solutions en temps de crise ou même en temps pour des stratégies de développement de long terme. La stratégie de spécialisation intelligente met en avant ce qu'on appelle des processus de découverte entrepreneuriale, qui sont des dialogues qui rassemblent plusieurs parties prenantes, des parties du secteur privé, comme SAMI, des parties, on va dire, du secteur de la société civile ou de la diplomatie, comme Casa Africa, des parties de l'académie ou de l'université pour les connaissances plus fondamentales, et aussi, évidemment, l'action publique, qui est la dimension où nous agissons quand on fait des spécialisations intelligentes. Donc, la crise a montré deux choses. Vous l'avez souligné, la fragilité de nos systèmes d'innovation, économique, sanitaire, bien sûr, mais moi, je vais me centrer sur ma spécialité. La fragilité de nos systèmes d'innovation, ça veut dire quoi, concrètement, en termes simples? Quelle est la capacité de nos États, la capacité systémique à répondre à des crises ou à pouvoir rebondir à la suite de ces crises? Donc, là, c'est ce qu'on appelle souvent la résilience. Et quelle est la compétence des acteurs, que ce soit des incubateurs, des grandes entreprises ou des organisations interprofessionnelles? Quelle est la flexibilité institutionnelle qui permet de répondre à cette crise? Donc, on a vu que la crise a mis en avant la fragilité de ces systèmes. Et donc, Samy l'a dit, on a vu aussi que la crise a révélé les forces cachées de nos innovateurs et de nos entrepreneurs. Non seulement au niveau individuel, en apportant des solutions dans les différents secteurs mentionnés avant, mais aussi au niveau communautaire via les incubateurs. Des incubateurs comme Samy, nous les analysons. Il y en a plus de 600 en Afrique, selon les dernières enquêtes de GSMA. À peu près environ la moitié sont des incubateurs et des accélérateurs. Donc, ce sont des dynamiques entrepreneuriales et on a observé qu'avec la crise, ils ont développé ou ils ont montré une agilité innovante plus élevée que les autres. C'est-à-dire à amener des réponses. On le voit. Et donc, amener des réponses à quel niveau?
et je pense que c'est aussi l'exemple que les autres PME doivent voir. Il faut aussi voir les innovations et comment on peut répondre à la crise, comment on peut être assez agile pour modifier son business model. Oui. On ne peut pas fermer son restaurant parce qu'il y a la crise, mais on peut développer un système de livraison. On peut développer tout un système de distribution quand les infrastructures le permettent. La crise a révélé des problèmes dans les secteurs au niveau agroalimentaire. On a vu la rupture de nos chaînes de distribution, la baisse des revenus de nos agriculteurs à cause de la baisse des revenus dans les milieux urbains. Mais on sait qu'il y a des incubateurs qui fournissent des produits locaux labellisés dans l'agriculture ou dans l'élevage. Donc, il y a différentes réponses qu'on a pu apporter. Le problème, si on revient, c'est combien de nos PME sont capables, de nos startups sont capables d'apporter de répondre aussi rapidement. Donc, on revient encore à l'action publique. Quel est l'environnement qui leur permet d'apporter ces réponses? Et une autre question que ce que vous venez de dire soulève, c'est aussi comment est-ce que vous faites pour informer les populations? Parce que là, par exemple, vous avez pris l'exemple d'un restaurant qui ne peut pas fermer juste parce qu'il y a une crise, que voilà, il peut mettre en place un système de livraison ou d'autres systèmes. Comment est-ce que ces personnes-là font déjà, c'est vrai qu'on peut y penser, mais comment est-ce qu'elles font pour savoir qu'elles ont la possibilité de le faire et comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Parce que parfois, on veut bien faire des choses, mais on n'a pas les moyens pour les faire, que ce soit de côté financier, que ce soit de la logistique, que ce soit voilà, l'accompagnement comme ce que Samy proposait ou encore Casa Africa. Comment est-ce qu'on fait pour informer justement le public qui n'est pas au courant de ça? Bon, il y a différents systèmes qui existent, parce que il y a une chose, encore je reviens sur la chose, on est dans le domaine spécifique de l'innovation. Donc l'innovation, on comprend, c'est différents produits, des procédés, des nouvelles méthodes d'organisation, comme ce dont on est en train de parler maintenant, ou même des nouveaux marchés, comme on l'a vu avec le développement des AfriCab en Afrique, les concurrents de Uber dans différentes zones, ou SafeMoto au Rwanda, etc. Donc, comment on fait pour informer? Comment on fait pour connecter les populations et là, on va dire les écosystèmes d'entrepreneurs ou d'innovateurs dans nos pays pour qu'ils soient au courant qu'il y a ces innovations, il y a ces technologies qui existent et qui peuvent être utilisées dans leur milieu. Mais si vous revenez au niveau d'un État, si vous n'avez pas une agence de promotion de l'innovation et des produits locaux ou de promotion des technologies disponibles pour résoudre les problèmes, il faut qu'on soit concret. Le problème actuellement pour l'éducation, c'est comment on fait l'éducation à distance. Samy l'a dit, on a mis des online classrooms. On est en train d'écrire un article actuellement. C'est très bien de mettre en place des online classrooms, mais combien de personnes ont accès à Internet? C'est ça, combien de personnes? Et combien de personnes, exactement, et combien de personnes ont accès à un Internet de qualité? Parce que c'est aussi ça. Donc là, on regarde aussi dans les autres incubateurs. Et qu'est-ce qu'on trouve au Burkina, au Ouaga Lab, qui est un de mes cas d'études? On trouve qu'ils ont développé ce qu'on appelle des capsules offline. Ce sont des contenus pédagogiques qui sont distribués sous forme de capsules qu'on peut écouter à la radio, qu'on peut écouter dans son téléphone et qu'on peut acquérir via SMS. Donc, les solutions aussi basées, par exemple, éducatives, basées sur les SMS, sont par exemple d'autres types de solutions, les solutions offline qu'on considère qu'en général dans nos pays, je vais prendre l'Afrique de l'Ouest, plus de 40% du territoire n'est pas couvert parfois ou n'a pas accès à des infrastructures de technologie de l'information et de la communication. Donc, si on a des agences qui font la promotion de ces innovations, qui font la promotion de cette technologie, mais aussi qui sont capables d'assurer une veille technologique, et on arrive dans les stratégies. On arrive à des États qui ont des visions ou qui ont des bureaux qui sont capables de dire, OK, dans le domaine, pour résoudre le problème, par exemple, de l'utilisation des produits chimiques dans le domaine agricole, quelles sont les solutions qui existent? On a des groupes de travail pour tout et n'importe quoi. On peut bien faire des groupes de travail alignés sur nos problématiques. Mais il faut structurer tout ça parce qu'on parle de territoire avec des millions d'habitants. Donc, en général, ça passe à travers les agences de promotion de l'innovation, mais aussi les agences qui existent déjà, les chambres de commerce et de l'industrie, dont on doit aussi renforcer les capacités en termes d'identification des solutions innovantes. D'accord. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est au niveau des incubateurs. Combien d'incubateurs est-ce que vous accompagnez aujourd'hui au niveau de votre centre? Et de deux, supposons que moi, j'ai besoin d'un accompagnement. Comment est-ce que je fais pour savoir ce que vous mettez concrètement en place? Votre centre, comment est-ce qu'il agit en Afrique aujourd'hui? En parlant précisément… Bon, alors,
D'accord. Donc là, il faut faire une petite différence entre. Là, il faut quand même comprendre l'architecture de la Commission européenne. Oui. Pour faire très simple pour tous ceux qui nous écoutent, la Commission européenne, en fait, c'est la partie administrative de l'UE, qui comprend aussi le Conseil européen et aussi le Parlement européen, d'accord? Et au sein de la Commission européenne, on a donc les 27 commissaires qui correspondent aux États membres, mais on a des directions générales. Et je le disais avant, le Centre commun de recherche, c'est la direction générale, si vous voulez, sciences. Okay. Mais on a aussi une direction générale coopération internationale, plus connue sous le nom de DEFCO. OK. Donc, si vous allez voir aujourd'hui sur le site de DEFCO, vous allez voir qu'il y a des hackathons ou bien il y a des bourses ou des subventions qui ont été, des programmes qui ont été lancés pour faire appel évidemment à ces différentes startups qui ont des solutions dans leur contexte. Il faut que je vois s'il y a un appel en cours. Mais en général, les appels pour les startups, les appels pour les propositions innovantes sont distribués soit via la DEFCO pour la coopération internationale, soit via notre programme multi-annuel de recherche et d'innovation qui s'appelle Horizon, maintenant Horizon Europe, d'accord, pour la nouvelle période de programmation. Donc, si une start-up ou une entreprise veut regarder ce que le GRC, ce que le Centre commun de recherche fait, c'est un peu compliqué parce qu'il va trouver une chose qui est sûre. Quelqu'un comme Samy ou des personnes qui développent des applications informatiques et tout, par contre, vous avez des ressources. On a un centre de recherche, donc on développe des applications, des bases de données, des systèmes d'information qui sont ouverts au public, disponibles et qui peuvent être utilisés par les startups, par exemple, qui sont dans l'intelligence artificielle ou l'Internet of Things, etc. Mais on est plus un centre de ressources, de connaissances et d'aide à la prise de décision publique qu'un centre de financement. Les actions que nous finançons, c'est surtout des ateliers où on va réunir ces différentes parties prenantes, mais aussi des actions de formation, surtout de ceux qui vont décider dans quel domaine les pays vont investir en ce qui concerne les activités d'innovation. Donc, on a des activités plus de renforcement de capacité de gouvernance, des activités bien sûr analytiques, on analyse la dynamique d'innovation, on regarde comment se passe le développement industriel en Afrique, le développement des activités innovantes, les dynamiques entrepreneuriales. Donc, on donne plus des perspectives du point de vue des gouvernements et de la recherche. OK. Et côté chiffres, au niveau des incubateurs que vous accompagnez, vous avez un petit chiffre, enfin, je ne sais pas, soit sur l'année qui vient de s'écouler ou alors sur 2 ans, 3 ans Non, nous, personnellement, pardon, vous aviez posé la question, c'est vrai. Oui. J'ai remarqué. Non, par exemple, nous, personnellement, on n'accompagne pas d'incubateurs. C'est ce que je dis encore. On intervient au niveau de la gouvernance et de la recherche. Mais il y a une chose qui est intéressante, qui a été mentionnée par Anna, et il faut que je reste aussi en contact avec Samy, c'est que, par exemple, nous, ce qu'on va organiser, c'est un atelier où on fait venir différents fondateurs ou managers ou parties prenantes des incubateurs en Afrique, mais aussi en Europe, n'oubliez pas, parce qu'on a des Digital Innovation Hub en Europe, et puis on en a aussi en Afrique. Donc, l'idée, évidemment, comme Casa Africa, c'est aussi de créer des synergies entre les Innovation Hub, les hubs d'innovation en Europe et les hubs d'innovation en Afrique. À ce propos, il y a eu un call, maintenant il y a un programme qui est dédié au partenariat entre les hubs innovants en Afrique et en Europe, qui a fait l'objet justement d'un appel à proposition sur les sites dont je vous ai mentionné, Horizon, Europe, etc. Donc, on ne les accompagne pas, mais on est dans la promotion, bien sûr. Donc, on va les mentionner dans notre recherche, on va les mettre en avant quand on va faire de la communication scientifique, on va les impliquer dans la prise de décision pour identifier les activités innovantes. Ils sont les acteurs leaders. Donc, on va interroger Samy, on va lui dire qu'est-ce que tu fais comme activité, quels sont tes problèmes pour le maintien de ton business model, combien d'entreprises tu reçois et comment est-ce que tu t'insères en termes de réponse aux problématiques dans ton environnement social. Et ensuite, on va combiner cela avec les programmes gouvernementaux pour dérouler des solutions plus structurelles et de plus long terme. Donc, je suis désolée pour la complexité des termes, mais c'est des problèmes de pays et de régions qu'on examine. Donc, il faut comprendre aussi la complexité de la décision publique dans ces approches systémiques, si je peux dire. Merci. Non, mais c'était très important quand même qu'on prenne un peu de temps pour parler de ça, pour qu'on puisse vraiment comprendre comment est-ce que vous fonctionnez.
pour ne pas s'embrouiller et puis qu'on ne vienne pas auprès de vous pour solliciter un accompagnement alors que ce n'est pas spécialement votre cœur de métier. Je reviendrai aussi sur vous un petit peu plus tard parce que j'ai une question pour Daniel. Daniel, vous êtes là? Oui, ici là. Bonjour. Alors, Daniel, vous êtes à la tête de l'association OEN International et vous êtes basé au nord du Bénin, plus précisément à Niki, et vous plaidez pour un nouveau modèle de coopération qui favoriserait le développement international. Quelle est l'activité de votre association et en quoi ça consiste en fait cette vision que vous avez? Ok, merci Daniel pour la question. Et alors, pour revenir un peu au sujet de la conversation sur l'innovation, sur les différents termes qu'on a parlé de PME et des entreprises, nous, ce qu'on est en train de créer, c'est un modèle de développement international qui est basé sur 4 axes stratégiques. Le premier, et je veux que les participants ici connaissent les termes, c'est l'entrepreneuriat social. En fait, l'entrepreneuriat social, c'est un nouveau modèle d'entreprise qui est créé par Mohamed Younous. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est une activité économique qui génère l'impact. Donc, on base toutes nos activités économiques sur une mission, et alors son d'entreprise avec un propos, avec un objectif. Et on croit que c'est les changements qu'il faut faire des activités qui se font vers l'Afrique depuis l'Europe ou depuis l'Occident, non? Et pourquoi on dit ça? Parce que, bon, et si je vous montre, et je vais partager l'écran, comme ça vous pouvez voir où on travaille, parce que on est aussi dans cette dynamique de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais là, je suis en train de montrer où est Niki. Et Niki, c'est où on est en train de développer nos activités. Notre nom, c'est Objective Analyse Niki. Et c'est ça que la plupart des personnes nous connaissent. C'est pour une activité académique de recherche et dans lesquelles on a mis de différentes universités en contact avec de différents acteurs locaux. Et on est en train de faire des travaux de fin d'études et des travaux de fin de master et depuis des universités européennes et des universités de Bénin pour essayer de trouver un modèle qui va vraiment impacter sur Niki, non? Et comme je disais, on est en train de travailler sur l'entrepreneuriat social comme premier axe. La plupart des activités qu'on s'est trouvées à Niki et des infrastructures construites sont des infrastructures que depuis 3 ans, 4 ans, ils sont cassés ou ils sont en mauvais état. Et c'est parce que, en fait, le dynamique qu'on on a fait vers Niki, c'est l'assistentialisme, non? Les paternalismes, où on croit que dans Niki, on ne peut pas créer des activités économiques, il faut amener des moyens de l'Europe, il faut amener des personnes et des ressources de l'Europe pour aider ces communautés, non? Donc, on est en train de parler d'une communauté, on va dire, la commune de Niki, de 160 000 personnes, et avec beaucoup d'activités entrepreneuriales. Et les gens qu'on vient dans le nord de Bénin en général, on va vers une dynamique assistantialiste. C'est ça qui n'est pas soutenable. Parce que si, par exemple, on parle des pompes d'eau, dans lesquelles on a un projet très intéressant, et 50% des pompes d'eau qu'on a trouvées dans différents villages, 70 villages de Niki, et ils étaient cassés déjà 4 ans après de leur installation. Donc, si on veut résoudre ces problèmes, on ne peut pas continuer avec les mêmes dynamiques de OK, on va réparer ces pompes, on va réparer et aider la population en réparant les pompes. Non, c'est pour ça qu'on a créé un réseau de réparateurs de pompes. On a créé une petite, on va dire, entreprise qui donne des services aux villages, aux petits villages, pour qu'eux ils puissent avoir ces pompes réparées. Donc, c'est pour ça que si on forme 2-3 personnes à Niki, ils vont réparer leur pompe, leur propre pompe ou le pompe de leur voisin, mais ils ne vont pas réparer tous les pompes de Niki. Donc, c'est pour ça que les dynamiques qu'on est en train de passer sont des dynamiques un peu plus entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat social,
où on a vraiment une vocation de service, on a une vocation pour réparer les pompes et on ne va pas demander des millions pour réparer ces pompes, on va demander des prix justes parce qu'on veut que notre activité soit accessible à tout le monde. Non? Et donc, dans ces mêmes dynamiques, on est en train de faire l'accès à l'énergie solaire à partir d'une petite activité économique. On vend les produits des panneaux solaires à Niki. On est en train aussi de vendre des semences pour des coopératives de maraîchage. On est en train aussi de vendre de la beurre de karité ici en Espagne. Et ça, c'est un peu différent, mais en fait, on est allé sur de petits communautés ruraux à Niki et ces coopératives, il n'y avait pas vraiment de l'activité économique et on essayait d'aider les femmes pour qu'eux puissent avoir des ressources pour aider leur famille et leurs enfants à être scolarisés. Et c'est pour ça qu'on achète la beurre de karité depuis cette communauté à la base. Et on les vend comme produit fini ici en Espagne, et la beurre de qualité pure, parce qu'on est aussi dans cette dynamique de ne pas acheter la noix, non, la matière première, mais essayer d'acheter un peu les produits, on va dire, un peu plus finis, et pour que on change la relation commerciale avec l'Afrique, non? Parce qu'on croit que c'est tout le temps l'Afrique qui va donner des matières premières au monde, mais il faut aussi que dans la chaîne de valeur, on commence à donner plus de la valeur aux activités et développer l'activité productrice de Bénin. Donc, c'est peut-être un peu des idées un peu qui ne sont pas relationnées, mais en gros, c'est qu'on essaye de mettre en place l'activité entrepreneuriat qui a vraiment une vocation sociale et qui met les acteurs locaux. C'est pas nous qui développons cette activité économique, c'est des personnes à Niki qui sont en train de faire. Je crois qu'il y en a des gens ici connectés et c'est eux-mêmes qui sont en train de créer cette entreprise, non? D'accord. Moi, j'ai une question. J'avais une question. C'était, est-ce qu'il y a une forme de transfert de compétences dans ce que vous mettez en place? Oui, c'est une bonne question. Et, en fait, dans notre dynamique, on est des groupes de jeunes, et la majorité d'entre nous, et on croit que les problèmes sociaux ne sont pas des problèmes unidisciplinaires. Non? Si je prends l'exemple par exemple, la malnutrition, c'est un projet qu'on est en train de rechercher. On voit que ce sont des problèmes aussi au niveau politique, au niveau des aides publiques, au niveau agronome, au niveau de la santé. Donc, on ne peut pas résoudre un problème sans avoir la vue multidisciplinaire. Non? Donc, c'est pour ça que dans les actions qu'on mène, on a 4 comités d'activité et ces 4 comités essayent de faire ce transfert de connaissances au projet eux-mêmes. Donc, il y a des étudiantes d'ingénierie qui sont en train de développer des nouvelles méthodes d'agriculture pour le coopérative de maraîchage. Et il y a aussi des personnes sanitaires qui sont en train de faire des études sur la malnutrition et voir un peu la situation au niveau de la santé des personnes. Et on a aussi des gens qui sont un peu plus dans l'activité politique, en train de penser comment la politique nationale peut impacter la région de Niki. Donc, ce transfert de connaissances, on va dire, c'est pas Espagne vers Niki, on va dire, c'est plutôt entre nous tous, non? Parce que l'équipe de Niki est une équipe qui est la même que nous, et ils sont déjà universitaires, qui sont déjà des degrés universitaires et qui travaillent avec nous, et on est horizontal, non? Donc, eux, ils nous montrent des
des choses, nous, on monte des choses. Non, c'est plutôt les différents comités qui travaillent ensemble pour créer ce transfert de connaissances. D'accord, c'est vraiment très collaboratif, très participatif. C'est vraiment chacun qui contribue à l'essor, au développement de chaque projet. Et je voulais savoir, aujourd'hui, donc vous êtes installé au Bénin, donc précisément à Niki. Est-ce que vous avez l'intention de vous implanter dans d'autres régions, que ce soit du Bénin, ou alors dans d'autres régions du continent africain? Et merci pour la question encore. Et donc, comme notre but est de créer ce mode de développement international, et, des différentes technologies qu'on a développées, et surtout des technologies qu'on appelle technologies adaptées, et parce que ce sont des technologies que dans les milieux ruraux, on peut développer nous-mêmes. Et on a déjà exporté ces technologies ailleurs. Non? Par exemple, on filtre de biosable qui aide, non, aux populations à filtrer les paramètres physiochimiques et les bactéries de l'eau, qui coûtent à peu près 15 € à fabriquer. Donc, cette technologie, il y a des organisations en Tanzanie qui nous ont demandé, des organisations ailleurs qui nous demandent, OK, comment vous faites ça et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à fabriquer. Et nous, on a donné ces connaissances à ces organisations et on va dire, on travaille dans ce sens de free software, de free connaissances, et on a une bibliothèque en ligne où on donne ces connaissances à toutes les organisations qui nous demandent. Donc, aussi, on a plusieurs technologies qu'on est en train d'essayer d'exporter ailleurs à travers des autres organisations. Non? Mais c'est qu'on croit se focaliser à Niki, parce qu'à Niki, il y a déjà vraiment beaucoup de choses, activités à mener. Et on voit, donc peut-être dans 10 ans ou 15 ans, on croit que ce modèle est vraiment développé, de commencer à les exporter à partir de nous-mêmes, notre institution, de l'exporter ailleurs. Non? Et, oui. Et je voulais savoir les informations dont vous parliez, là, que vous mettiez à disposition de d'autres organisations. C'est du libre service? Ça se passe comment pour avoir accès à ces informations, à ces données? Oui, je peux mettre le lien dans les chats. S'il vous plaît. Et là, vous pouvez avoir accès vous-même. Donc, j'ai mis ça dans les chats. Et là, n'importe quelle personne peut y accéder. Et bon, aussi, Anna était en train de parler de Bridge for Billions. On a travaillé avec eux aussi. Et dans le projet de beurre de karité que j'étais en train de parler. Et c'est vraiment bon, la base théorique qui est derrière nos projets, même si on ne regarde pas, quand on regarde la beurre de karité, on ne voit pas toute la philosophie qui est derrière. Donc, la base théorique est développée dans plusieurs travaux de fin d'études et des activités comme Bridge for Billions que Anna était en train de parler. Donc, alors, je recommande beaucoup de se mettre en réseau, et c'est qu'on est en train de dire maintenant, c'est de donner la main à n'importe quelle organisation. Samy, Anna, Mafini, bon, n'importe qui peut nous contacter. On essaye de donner de travailler avec eux pour améliorer avec ce modèle l'entrepreneuriat social et les activités que les gens fassent, non? Donc, et aussi, c'est important de dire qu'il y a beaucoup des activités comme nous qui sont en train de faire dans toute l'Afrique, non? Et l'entrepreneuriat social, l'impact investment et l'investissement d'impact, c'est quelque chose qui est en train de petit à petit grandir, et même la Commission européenne est en train de mettre à disposition de l'entrepreneuriat social ici en Europe beaucoup de fonds pour que les entreprises ne font pas que les revenus, non? Qui créent de l'impact. Non? Et c'est une chose qu'on doit réfléchir, parce que les entreprises ne savent pas comment mesurer l'impact. Ils savent mesurer comment ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas comment ils mesurent de l'impact, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à de nouvelles méthodes pour mesurer des indicateurs qu'on est en train de voir.
Et bon, c'est aussi on va dire, des théories et des méthodes qu'on est en train de développer chez notre OAN international qui, je trouve important de communiquer. D'accord. Et une autre question, c'était de savoir, aujourd'hui, donc vous êtes focalisé sur Niki. Combien de projets avez-vous pu développer seulement au sein de Niki? Parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de travail. Et juste pour qu'on puisse avoir une estimation, peut-être au cours de la dernière année ou depuis que vous avez lancé l'activité là-bas. Pour les dernières années, on avait déjà 15 projets actifs. D'accord. Donc, mais ce sont des projets qui va dire, on a amené aux réalités, non? Mais les travails de fin d'études, les travails de fin de master, et vous pouvez chercher dans la bibliothèque, on a fait plus de 60 travails de fin d'études et travail de fin de master dans, comme je disais, beaucoup des universités en Europe et au Bénin, en Belgique, en France et en Angleterre. Et oui, donc on nombre de 60 travails de fin d'études et master. Ça fait beaucoup déjà. Ok. Bon, on reviendra aussi sur vous un petit peu après, parce que je crois que Samy, s'il est là, je crois que Samy avait des questions pour à l'endroit de Anna et de Mafini. Samy? Allô, je suis là. Oui, donc, donc vous avez des questions à l'endroit d'Anna et de Mafini. Je vous laisse poser vos questions. Je ne sais pas si nous entendons. Samy, vous êtes là? Oui, moi je suis là, j'attends les questions. Ah, non, je pensais que vous aviez des questions pour Ok. Ah, oui, Anna et oui. Mafini. Bon, la première question, on peut aller directement vers Machini. C'est que, bon, aujourd'hui, nous savons que les données sont l'avenir dans tout ce qui est comme intelligence artificielle ou machine learning. Sans les données, on ne peut pas parler de ces deux technologies. Donc, pour moi, il serait vraiment important que des acteurs comme nous, parce que nous, normalement, on essaie de nous baser sur des données qui ont existé déjà par rapport à l'agriculture. On doit savoir, par exemple, qu'est-ce qui a été produit en 2018, qu'est-ce qui est produit aujourd'hui, et par rapport à la situation politique ou météorologique, est-ce qu'il serait important que nous puissions redoubler la production de l'agriculture, de nos maïs ou pas? Donc ça, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une intervention un peu directe par rapport aux données et ce qu'ils sont en train de faire que je trouve très, très intéressant. Donc, c'est base sur les données pour pouvoir enfin prévoir ou bien prédire l'avenir. Bon, moi, je connais qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont dans les traitements des données à l'étranger, mais ils se basent sur des données qui ne sont pas correctes. Donc, ils ne se basent pas sur des données qui sont vraies par rapport à leur pays d'origine. Ils se basent sur des données exemplaires et puis ils évoluent comme ça, ils font des thèses. Donc, moi, je me dis qu'il serait vraiment important de communiquer, si vous avez ces genres de données, de communiquer pour que les chercheurs, surtout africains, qui sont à l'étranger, qui veulent faire des études sur des cas qui sont vrais dans leur pays, à pouvoir se baser sur des données-là. Et aussi, aujourd'hui, je crois qu'il serait important que des centres, comme bon, déjà ils travaillent dans les autres pays, ce qui est intéressant. Moi, j'appellerais certains aussi de tourner leur regard vers la RDC. Aujourd'hui, on connaît la RDC comme étant un pays qui a connu beaucoup de guerres, où la situation politique n'est pas très bonne. Mais moi, je suis en train de vivre une RDC qui est en train de changer, où il y a des jeunes qui veulent sentir qu'il y a un soutien venant de l'Union européenne, de la Commission européenne, des structures comme Casa Africa. On veut sentir qu'on ne se base pas, qu'on ne regarde pas que la situation politique, on ne regarde pas que les politiciens, mais on est en train de voir des jeunes qui essaient de se battre pour montrer une autre image de l'Afrique. Par rapport à Casa Africa, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu intéressant. Bon,
Dans ma région, je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Et moi, j'ai sollicité à Anna s'ils font des actions dans différentes villes africaines, de vraiment passer à Lubumbashi pour voir ce que les jeunes sont en train de faire ici. Je Mhm. prends un exemple, c'est l'ambassade française a des centres culturels qu'il appelle Institut français dans chaque ville. Mhm. Et, et au moins, eux, ils arrivent à soutenir certaines activités, même s'ils ne mettent pas de l'argent, mais juste pour donner cette lumière-là, organiser des conférences, pas seulement se déplacer pour aller en France, mais ici sur place, ils organisent des conférences, ils ont des bibliothèques, ils soutiennent des artistes, ce genre de choses. Et moi, je me dis qu'il doit y avoir une collaboration entre des structures comme nous, que ce soit des startups privées ou bien que ce soit des incubateurs, que nous puissions collaborer et faire en sorte que l'Afrique et les autres pays étrangers puissent collaborer pour, premièrement, ce qui est ma plus grande mission, Ok. limiter limiter tout ce qui est comme les mouvements migratoires dangereux qui font en sorte que les jeunes puissent mourir dans la mer, c'est qu'ils doivent se sentir à l'aise chez eux. Et pour se sentir à l'aise, ils doivent avoir du travail, ils doivent pouvoir se nourrir. D'accord. Donc, si on devait résumer votre question à l'endroit de Anna, ce serait quoi? Ce serait de Donc, savoir s'ils mettent en place enfin, des actions, plus d'actions que ça au Congo ou oui, parce que nous voulons sentir ça au Congo, en fait. Si c'est oui, possible qu'ils mettent ce genre d'action au Congo, ça va d'accord. beaucoup, pas seulement nous aider, mais aussi nous encourager. Ok. Anna? Oui, bon, Oui. la réponse est oui, c'est possible parce que nous, on est focalisé sur toute l'Afrique subsaharienne. L'Espagne a certains pays qui sont plus prioritaires que d'autres. Enfin, je vais pas les nommer maintenant. Alors, c'est vrai que pour les prioritaires, il y a plus de fonds. Mais quand même, oui, bien sûr, on pourrait mettre en place des actions. Ce dont il a nommé, qui est plutôt des actions qui ont rapport avec les industries. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses avec le Congo. Et c'est pas moi qui gère ce domaine-là, mais quand même, on peut se mettre en contact et étudier quelles possibilités il y en a parce que on a, par exemple, on a une initiative très intéressante qui chaque année change de pays, disons, et qui s'appelle Vis-à-vis. Et ce qu'on essaye, c'est de faire, enfin, de rapprocher des producteurs musicaux espagnols avec des africains. Enfin, alors chaque année, on le fait dans différents pays. Par exemple, cette année, ça allait avoir lieu au Kenya, mais on a déjà été dans plusieurs pays. Alors, on fait une espèce de concours. Là, les producteurs choisissent trois groupes africains du pays où ils ont fait disons, le concours. Et après, ils les emmènent dans des festivals espagnols qui se tiennent surtout pendant l'été en Espagne pour essayer de les faire connaître dans les marchés occidentaux. Alors là, c'est une initiative très intéressante. Et je pense qu'au Congo, on l'a pas fait encore. Alors, on pourrait quand même regarder la possibilité on le fait toujours avec l'ambassade espagnole et aussi le ministère de la culture du pays. Mais c'est une initiative qui marche très bien et qui est très intéressante. Et il y en a d'autres, mais c'est pour donner un exemple. Mais sinon, on peut enfin, être en contact et voir explorer d'autres possibilités après cette conférence, bien sûr. Anna, vous parliez de pays prioritaires. Est-ce qu'on pourrait savoir à quoi un pays prioritaire doit répondre comme critère? Bon, en fait, ça, ce sont des critères marqués par le ministère espagnol. Mhm. Et par exemple, bon, je ne vais pas vous dire quels sont les critères, mais c'est vrai qu'en Afrique occidentale, il y a le Sénégal, il y a le Cap-Vert,
En Afrique de l'Est, il y a le Kenya et l'Éthiopie. En Afrique du Sud, enfin, l'Afrique du Sud. Enfin, il y en a certains qui sont considérés comme des pays prioritaires ou phares. Et là, c'est parce que on pense qu'il y a certains pays qui ont plus d'influence que d'autres sur, enfin, sur la région. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a une allocation de fonds plus grande. Mais là, ça dépend pas de moi. C'est plutôt enfin, un critère qui vient du. Mais c'est vrai qu'à cause de ça, ces pays-là, ils ont il y a une historique, il y a plusieurs aspects qui établissent cette espèce de liste, Ok, je dirais. d'accord. Merci beaucoup, Anna. Et Mafini, vous en pensez quoi alors de la proposition de Samy? Pardon, j'étais pas bien sûre d'avoir compris parce que j'ai noté qu'il a parlé de l'accès aux données et puis aussi de regarder plus vers les dynamiques entrepreneuriales, on va Mhm. dire, tirées par le bas comme ce qu'il fait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, j'ai bien noté. Non, parfois, on a des interruptions. Donc, je veux dire une chose, Samy, merci beaucoup. Oui, on a besoin de données, nos chercheurs ont besoin de données pour apprécier l'ampleur et la nature des problèmes. Les politiques publiques aussi ont besoin de données. Et même vous, vous avez besoin de données pour aussi pouvoir identifier des problèmes à résoudre ou même saisir des opportunités. Maintenant, il y a une chose, c'est que on fait de notre mieux pour faire de la communication sur la disponibilité des bases de données. Les gens, pour l'instant, ce que je remarque, c'est qu'ils sont un peu envahis par le flux d'informations, le flux de données qu'ils ont à gérer. Donc, il y a une chose, même si nous mettons à disposition, et d'ailleurs, toutes nos données et nos, on va dire, systèmes d'information et outils dont Samy parle, par exemple, Mhm. ils sont à disposition, ils sont en accès ouvert. D'accord? Il suffit encore d'aller voir dans l'annexe de documents et dont je les ai mis dans les différents chats YouTube et le chat en ligne. Mais est-ce que nos chercheurs ont la capacité, comme on dit, de calculatoire, non? Est-ce qu'ils ont la capacité de calculer en termes de compétences, mais en termes aussi d'infrastructures de calcul? Il faut certaines vitesses des serveurs, il faut beaucoup de choses. Ensuite, est-ce qu'ils ont la capacité d'analyse de ce type de données? Et ensuite, en ce qui concerne la décision publique, c'est est-ce qu'ils ont aussi la capacité d'interprétation pour prendre la décision? Donc, les données existent déjà. Par exemple, prenons quelque chose de concret. Il y a une application développée d'ailleurs avec des universités aussi espagnoles qui s'appelle SQUAP, si je me rappelle bien, qui est Soil Quality Project, non? Qui consiste à analyser les différentes compositions des sols et les différents déficits des sols. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé sur mon village dans le nord de la Côte d'Ivoire pour voir, bon, je ne suis pas sûre de pouvoir interpréter toutes les données, mais il y a des données qui sont là. Donc, oui, on rend l'accès aux données, mais il faut aussi qu'on s'assure qu'il y a des capacités en face à la fois humaines et infrastructures, en termes d'infrastructures, qui puissent absorber et traiter ces données. En ce qui concerne les dynamiques entrepreneuriales et le rôle de l'UE, bon, c'est une institution aussi, la Commission européenne. Donc, il y a le temps du changement aussi de l'institution. Mais qu'est-ce qui existe en termes concrètement pour les tech hubs et dont moi je suis témoin? La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de programmes maintenant qui sont développés directement entre l'Union africaine et l'Union européenne pour pouvoir soutenir des jeunes. C'est pas hasard que je dis ça parce que j'en connais plusieurs que j'ai croisés moi-même à l'Union africaine. Ce jeune qui développe un modèle d'économie circulaire agricole et d'élevage en Afrique, la Granotech, qui a été soutenu aussi par le fonds Tony et Mouloulou, il fait partie de ce programme. Donc, il y a certains qui sont aidés directement. Donc, je comprends que c'est des compétitions aussi pour des sélections pour les hubs. Donc, ça veut dire, je pense que Samy le fait, n'est pas spécifiquement son hub, mais la présence, la visibilité au niveau international, au niveau panafricain, dans les événements, dans surtout on va dire les rencontres privées publiques sont aussi importantes. Donc,
on regarde ces dynamiques-là et ce que j'avais dit dans mon discours, c'est qu'il y a un nouveau programme qui vient d'être lancé, un appel à proposition qui a été lancé pour les coopérations entre les hubs, les Digital Innovation Hubs en Europe et les hubs en Afrique. Donc, c'est des consortiums qui déposent ces programmes, mais ça veut dire qu'il y a aussi des possibilités de pouvoir lier avec des acteurs de l'étranger. En ce qui concerne le programme que je fais sur la spécialisation intelligente et les hubs, si on nous met en face pour être concret, c'est ce que je dis, il faut que Samy puisse avoir une voix dans l'identification des activités d'innovation au niveau de sa région et au niveau de son pays. Il a montré que il y a plusieurs hubs. La question, c'est comment ils collaborent entre eux-mêmes, ces hubs-là. D'abord, pour commencer, est-ce qu'ils ne se font pas de la compétition qui peut être on va dire, dangereuse pour le développement territorial? Ensuite, comment ils font les ponts avec les autres hubs d'innovation africains et quelle voie ils se donnent? Les initiatives existent. I4Policy, c'est une initiative qui regroupe, qui s'appuie sur une task force qui regroupe près de représentants de Tech Hub de plus de 20 pays. Et je vous dis encore, je suis une chercheuse, donc on analyse les dynamiques, donc on voit des choses. Et I4Policy, c'est différents incubateurs et Tech Hub qui ont décidé d'écrire un manifeste pour pouvoir informer la décision publique en matière de soutien aux écosystèmes d'entrepreneurs. Donc, il faut s'insérer, il faut aussi que ces hubs s'insèrent dans cette dynamique panafricaine et internationale pour que nos programmes puissent aussi les inclure dans l'identification ou le soutien aux activités innovantes. Donc, on ne fait pas, excuse-moi parce que je prends du temps, on ne fait pas de la recherche au hasard. On fait de la recherche pour pouvoir identifier les domaines d'innovation qui vont permettre d'arriver au développement des territoires, aux réductions des inégalités et permettre de résoudre des problèmes. Donc, ce qu'il faut et ce qu'on soutient dans la conception, c'est on va dire la création de marchés. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, il faut un nombre suffisant d'entrepreneurs comme Samy pour pouvoir résoudre l'immensité et la complexité des problèmes que nous avons. Donc, c'est toutes ces dynamiques qu'il faut mettre ensemble. Donc, quand nous, on met en place le programme de spécialisation intelligente, évidemment qu'on a des financiers aussi. Évidemment qu'on s'assure qu'il y a à la fois des structures étatiques qui vont soutenir et assurer la protection des innovateurs et le temps de leur maturation technologique et aussi en termes de business model, mais aussi des structures de financement qui seront prêts à appuyer ces projets qui sont identifiés par le processus de décision collective. Donc, c'est une combinaison qui fait qu'on arrive à soutenir un pool. Soutenir un incubateur, pour nous, ne permet pas d'arriver à une solution d'échelle. Soutenir un pool d'incubateurs dans des domaines problématiques, oui. Donc, c'est plus là que nous agissons. D'accord. Merci. J'ai juste une question. On est en train de parler d'un programme, en fait, pour pour permettre des rencontres avec les incubateurs. C'est déjà lancé, c'est déjà mis en place et c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une date limite? C'est juste pour situer, par exemple, le Samy ou d'autres incubateurs qui seraient intéressés pour participer au programme? Il faut que je regarde la date, mais je peux le regarder dès qu'on finit. Je ne veux pas manipuler mon ordinateur, mais j'ai déjà envoyé le lien à certaines personnes. Je vais vous le renvoyer juste après la réunion. D'accord. Et en général, je veux dire pour les incubateurs concrètement, si vous prenez, peu importe, les agences de développement ou de coopération internationale, pour ce cas-là, le GIZ, par exemple, l'agence de développement allemande, par exemple, ce sont ces différents types d'agences combinées avec d'autres acteurs qui vont déposer des propositions. Mais ces agences-là s'appuient sur les tech hubs qui existent. Non, sur le Mungo Hub dont vous avez parlé, mais sur le Ouagalab au Burkina, sur le Bamako Incubateur au Mali, sur, je ne sais pas, au Village en Côte d'Ivoire, sur différents tech hubs. Donc, c'est aussi important pour les incubateurs d'être visibles aussi au niveau de ces organismes de coopération internationale. Donc, je ne sais pas si tous les tech hubs sont en relation avec les organismes de coopération internationale, par exemple. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça va servir à tout le monde. Et Samy, on avait une question pour vous. Donc, c'est Kaboré Idrissa qui a une question. Il dit « Bonjour, merci Monsieur Samy pour son partage d'expérience. Aussi, j'aimerais savoir, bien vrai que le numérique offre des opportunités en Afrique, mais comment rendre cette formation au vu des difficultés, notamment l'accès à la formation
et le coût du numérique en Afrique. Ok. Les coûts du numérique, je crois qu'il est en train de parler du coût de l'Internet, je crois. Oui. Donc ça, c'est le premier souci que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs digital, c'est que beaucoup de formations se trouvent sur des plateformes numériques, ce qui fait que les gens qui ne sont pas habitués à manipuler des ordinateurs ou qui ne savent pas lire, n'arrivent pas à accéder facilement. Alors, il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place, par exemple, pour faire des programmes, d'abord avec des enfants. C'est que tout ne se fait pas seulement en anglais ou en français. On est en train de voir comment enseigner des enfants en langue locale, comment manipuler un ordinateur ou bien comment créer des programmes informatiques. Donc ça, c'est une première des choses que nous sommes en train de mettre en place. Et les formations ne se passeront pas seulement sur des plateformes digitales. Bon, espérons que cette période de crise va passer assez rapidement pour qu'il y ait des centres de formation physique pour que les gens puissent venir apprendre directement dans les centres de formation plutôt que déjà de commencer à utiliser un ordinateur. Donc, au sein de notre incubateur, donc des Mondano Hub, nous avons ce que nous appelons un programme qui s'appelle Code pour tous. Donc, c'est un programme qui permet d'éduquer les enfants dès les bas âge. Déjà, on les initie au développement informatique, aux outils informatiques, à faire des jeux avec des applications spécialisées et en langue locale. Donc, ça, c'est la première des choses. L'autre, l'accès à Internet, qui est un souci jusque-là en RDC, mais il y a certains opérateurs de télécommunications qui sont en train de rendre la connexion Internet un peu moins chère. Aujourd'hui, avec $1, vous pouvez avoir 1 giga de connexion Internet valable pour 2 jours, ce qui ne se fait pas encore dans notre pays. Donc, ce sont des choses qui sont en train d'être améliorées par le gouvernement et les acteurs de télécommunications. Donc, ce n'est pas encore prêt, mais on est sûr que ça va s'améliorer d'ici là. D'accord. Merci beaucoup, Samy, pour la réponse. J'ai une dernière question pour Daniel et après, je vous poserai une question générale. Daniel, je voulais juste savoir, parce que c'est comment vous faites en fait pour choisir vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec vous et qui vous accompagnent sur les projets que vous menez, que vous menez à bien pour Niki? Bon, et ça dépend des activités, non? Et alors, et surtout des opportunités. Nous sommes une petite ONG qui travaille à but non lucratif. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens, mais par exemple, comme on est dans cette dynamique d'entrepreneuriat social, on est en train de travailler avec une boîte ivoirienne qui s'appelle Diaspora for Africa. Peut-être c'est intéressant de mentionner aujourd'hui parce qu'ils travaillent avec la diaspora africaine en Europe pour, on va dire, aider les investissements de la diaspora vers les entrepreneurs et petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Donc, eux, ils ont des experts on va dire, l'incubation des entreprises. Nous, on est en train de faire des entreprises. C'est vrai qu'ils sont des entreprises traditionnelles, sont des entreprises sociales, mais il y a des partages qu'on peut faire. Eux, ils puissent nous aider dans cette dynamique entrepreneuriat. Donc, on a rentré en contact pour des petits projets qu'on avait en train de penser à Côte d'Ivoire avec la Fondation Salvador Soler et on a rentré en contact comme ça, non? Mais la plupart de nos collaborateurs nous contactent dans les sites web. C'est oaninternational.org et on en parle sur comment on peut travailler ensemble pour Niki ou s'il y a des technologies intéressantes pour les mettre dans une université à les faire. Bon, ça dépend. Il y a beaucoup de différentes possibilités, non? D'accord, ok. Merci. Avant de passer à la question pour tous les intervenants, je rappelle juste qu'il y a 3 liens qui ont été partagés sur le forum. Donc, Anna a partagé le lien sur le programme d'entrepreneuriat qui s'appelle Bridge for Billions. On a
désolé, Machini qui a partagé le lien qui concerne le rapport de 2017 sur tout ce qui concerne les partenariats, les partenaires. Donc là, il faut aller sur le site ec.europa.eu. Je pense que je verrai avec Johnny si on a la possibilité de mettre le lien dans la barre de description sur YouTube. Et il faut, une fois que vous êtes sur le site, il faut aller dans les onglets News et Science for the EU Partnership. Et le troisième lien qui a été partagé par Daniel, donc du coup sur son site, c'est le lien qui permet de savoir, si je ne me trompe pas, qui permet de prendre connaissance des projets qui ont été menés à bien par son association. Donc voilà. Super. Merci Daniel qui a repartagé le lien dans le groupe d'échange. Samy aussi qui a partagé du coup c'est les liens vers Mungo. Mungo Hub, donc c'est pour trouver le site, c'est mhub.africa. On a aussi un lien qui est, moi je lis Ito, donc itot africa.com. Voilà. Donc n'hésitez pas à parcourir les sites pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Donc je viens à ma question qui concerne tous les intervenants. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez Tongue Africa? Qui connaît Tongue Africa parmi vous quatre? Pas moi. Non, d'accord. Bon, moi, depuis 2 semaines. D'accord. Moi, je crois que je connais Tongue Africa, mais c'est important par IRDAS, tout ça, mais je ne connais pas très, très en détail ce que c'est. D'accord. Et Daniel? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous connaissez Tongue Africa, la plateforme Tongue Africa? Bon, Johnny m'en a parlé un peu, et la plateforme, mais je ne me pas inscrit encore. D'accord. Je vais lire la petite définition que j'ai notée et ensuite vous me direz ce que vous pensez en fait de cette plateforme. Donc, Tongue Africa, c'est une plateforme donc, qui a été créée par IRDAS, comme l'a souligné Samy. C'est une association de droit espagnol. Et c'est une plateforme qui regroupe un ensemble de professionnels disponibles pour participer et faire participer les Africains dans le processus de développement du continent, dans l'entrepreneuriat et l'engagement social. Donc, à travers Tongue Africa, il y a différentes expériences qui sont partagées dans différents domaines, tels que le transfert de connaissances aux organisations, les activités industrielles, la logistique, les services auxiliaires et le recyclage. Si je parle par exemple de moi j'interviens sur une partie qui est plutôt axée sur l'entrepreneuriat où je rédige des articles pour donner parfois donner des conseils à des jeunes entrepreneurs ou encore permettre à des personnes de mon réseau de partager leur expérience avec les lecteurs du site internet. Et comme je disais, c'est une plateforme qui vise à contribuer au développement social des organisations que nous aidons et que nous accompagnons. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez. Déjà, est-ce que vous avez compris dans quel champ, quel est le domaine de compétences de Tongue Africa et qu'est-ce que vous pensez en fait de la mise en place de cette plateforme? Je donne la parole au hasard, Samy. Moi, dès le départ, comme je l'ai dit avant, je me suis décidé de collaborer avec des structures existantes dans la diaspora pour voir comment on va se mettre ensemble pour résoudre des problèmes concrets. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que vous pouvez bien être à l'étranger, mais vous devez avoir des acteurs ici localement. Et nous qui voulons collaborer avec des structures qui sont étrangères, on doit collaborer ensemble. Donc, pour moi, Tongue Africa, déjà, mettre en lumière les startups, c'est déjà intéressant par les articles, les conseils. Pour moi, ça, c'est quelque chose déjà d'intéressant. Donc, même si je n'ai pas beaucoup plus d'informations, déjà, j'ai parlé avec Jolie et avec Johnny, déjà ensemble, on est en train de voir comment mettre un partenariat avec Mungano, avec Itot Africa, pour voir comment on travaille ensemble.
D'accord, merci. D'ailleurs, je donnerai la parole tout à l'heure à Johnny, mais je voudrais juste avoir les avis de Anna, Machini, Daniel. Quel est votre avis par rapport à la mise en place de la plateforme Tongafrica? Je pense que les initiatives qui mettent un réseau et des différents acteurs de développement économique, c'est important. Et surtout de rejoindre ces deux côtés, non, et social et l'entrepreneuriat. Je crois que c'est important et pour essayer de trouver le juste milieu entre ces activités. Et même mon souci, c'est de voir comment on va être connecté au niveau plus de quelle communication on peut faire dans ces réseaux et quel événement. Et surtout parce que moi, ici, dans les différents réseaux de ce type d'IA, même il manque tout le temps des contacts, on va dire, directs, non? Et c'est aussi difficile parce que l'Afrique, c'est un grand continent et donc là ça sera intéressant de faire de plus d'événements comme celle que vous êtes en train de faire maintenant et de vraiment non, mettre en réseau cette plateforme et cette personne. Donc, bon, je ne sais pas si vous pouvez raconter un peu plus les activités concrètes que vous faites. On entrera dans le détail. Johnny entrera dans le détail un petit peu tout à l'heure. Anna, Machini, vous en pensez quoi? Non, oui, je vous encourage parce que, bien sûr, je pense que c'est très intéressant et je veux bien écouter Johnny ce qu'il va dire, mais en tout cas, si c'est possible de vous aider aussi à arriver à plus de personnes, etc., nous serons contents de le faire. Et également parce que je pense que je ne sais pas comment on dit en français, les remesas, Alors là, l'argent que la diaspora envoie en d'accord, les Afrique. fonds. Comment est-ce que vous dites? Je disais les fonds. Oui. En anglais, c'est remittances. Ok. Alors, on en parle toujours de comment les faire plus productifs parce que, bien sûr, il y a beaucoup de millions que les Africains qui sont ailleurs envoient à leur famille, etc. Et je pense qu'aussi, avec votre plateforme, ça pourrait s'utiliser aussi pour destiner cet argent à des projets plus lucratifs et plus encourageants. D'accord. Merci Anna. Machini, et après on donnera la parole à Johnny. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de bien discuter avec Johnny et aussi d'aller sur votre site. Donc, bon, je suis un peu aussi une chercheuse, donc j'ai noté les dimensions que je trouve intéressantes dans votre initiative. Par donc, exemple. juste pour faire ma chercheuse, je vais dire la première dimension, c'est la dimension d'intégration entre les territoires. Parce que ce n'est pas seulement des entreprises ou des gens que vous mettez ensemble, mais c'est aussi des endroits que vous liez. Vous liez le destin aussi des territoires. Donc, moi, j'aime beaucoup ça et c'est dans cette perspective aussi que le programme de coopération pour les spécialisations intelligentes s'inscrit. Il y a une deuxième chose quand on va sur votre site qui est claire, c'est la dimension un peu on va dire, de promotion des solutions africaines par les Africains, mais peu importe où ils sont, par les Africains aussi, par ceux qui... Il y a une commissaire à l'innovation qui disait c'est pas très important des fois d'être né en Afrique, mais l'important c'est que l'Afrique soit née en nous. Donc ces différentes dimensions-là, je les retrouvais aussi dans le site et je plaisante pas. Et la dernière dimension pour finir de faire ma prof, c'est la capacité à mobiliser des intelligences humaines, à mobiliser des idées, à mobiliser des compétences pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, c'est ces trois dimensions-là, si vous voulez. Moi, je trouvais tout de suite quand j'ai parlé avec Johnny et que je pense qu'elle s'inscrit complètement dans aussi la perspective de Casa Africa, dans la perspective de aussi mise en avant par Daniel, qui est on peut trouver les solutions ensemble.
parce que parfois, tout simplement, les solutions existent de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté chez mon voisin. Donc, cette mobilisation que vous faites là, cet exercice que vous faites, il est important pour ça parce que les solutions aux problèmes complexes qu'on a aujourd'hui nécessitent de mobiliser différents types de disciplines, différents types de connaissances et différents types de capacités entrepreneuriales, différents types de SAMI, si vous voulez. Il nous faut plusieurs différents dans différents domaines. Donc, moi, ce que j'aime bien, mais alors, j'ai peut-être une question pour vous. Je ne sais pas si j'ai le droit ou une remarque. Bien sûr, Samy Johnny répondra. C'est une question, oui, pour Johnny, c'est juste une petite question. C'est comment votre activité est sincère aujourd'hui, à la fois au niveau international. Donc, comment est-ce que vous vous rapprochez des organisations internationales, qu'elles soient ONG ou d'ailleurs des organisations internationales connues dont je ne vais pas mentionner le nom. Mais, et aussi, comment est-ce que votre action s'insère dans la problématique ou l'approche que les décideurs locaux ou que les peuples locaux ont de la résolution de leurs propres problèmes. Donc, est-ce que vous mettez des actions comme ça en place et est-ce que ces actions sont intégrées à la fois dans le plan global pour des actions de cohérence de soutien et aussi et sont intégrées aussi dans l'environnement local, c'est-à-dire votre adhésion on va dire, aux objectifs de développement de ces différents territoires. Donc, c'est lié juste des individus ou c'est vraiment lié des destins de développement ensemble? D'accord. C'est une petite question. Merci à chacun. Je passe la parole à Johnny. Ça, c'était une grande question, pas petit. Donc, je passe la parole à Johnny qui va présenter un petit peu mieux Tonga Africa et répondre à vos questions. Bonsoir à tout le monde. Je pense que je suis là, non? Oui. Ok, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je remercie Samy pour être là, Mafina, Daniel et Anna. Merci beaucoup. Et puis, toi-même, Daniel. Ah, il y a des Daniel, hein? Bon, je peux dire, si je parle aujourd'hui, on n'aura plus le temps d'en parler. Mafina a presque résumé ce que nous sommes en train de faire, réunir et surtout faire la promotion de nos talents. Ça, c'est vraiment ce que nous voulons. Que ce que nous avons en Afrique soit, on fait la promotion de ce qui se trouve en Afrique. Nos talents, qu'on prend en compte ce que font nos talents. Ils n'ont pas de moyens, mais avec le peu qu'ils ont, après leurs études, ils ont pris conscience. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 14 ans, moi j'étais chez moi. Aujourd'hui, ces mouvements des entrepreneurs n'existaient pas. On attendait le travail créé par l'État. Mais aujourd'hui, il y a les jeunes, pas seulement les jeunes parce que l'entrepreneuriat n'a pas l'âge, mais il y a des gens qui prennent leurs propres initiatives pour créer. Alors, vaut mieux favoriser les créations que ça aille en avant, au lieu d'aller toujours à l'extérieur et chercher toujours des solutions venant de l'extérieur. Et ces solutions aussi venant de l'extérieur qui ont des difficultés pour s'adapter sur le terrain. Voilà, c'est un peu ça. Bon, avec Samy, nous sommes en train de parler pour signer un partenariat, de voir ensemble, nous qui sommes ici, avec des connaissances de l'extérieur. C'est un peu l'idée, les Africains qui sont dehors et les Africains qui sont dedans, que nous tentons de travailler ensemble et de monter des applications, de monter des produits qui ont un impact, comme l'a dit Daniel, pas Daniel modérateur, mais Daniel conférencier, comme l'a dit Daniel, qui tenter de joindre la population. Bon, pour Tonga Africa, normalement, parler ça aujourd'hui, vous êtes déjà fatigués, ceux qui ont écouté sont déjà fatigués, on a déjà dépassé les 1h30 qui était prévu. Nous, on prévoit une conférence libre l'autre samedi pour présenter Tonga Africa. Bon, on avait déjà l'intention de présenter Tonga Africa. On prévoyait au mois de juin le forum ici à Bilbao.
c'était le forum pour présenter Tongafrique officiellement. Tongafrica n'a pas une année. C'est une plateforme qu'on venait de créer, partant de cette idée de voir que les gens sont en train de créer des choses. Nos produits sont là. Nous avons les poissons, nous avons les maniocs, nous avons on a l'eau, on a tout. Mais nous cherchons, on a du bois, mais on achète le bois à l'extérieur. Donc, notre bois quitte nos pays pour être transformé à l'extérieur et on nous revend ces bois-là en produits finis. C'est ça que nous voulons arrêter. Que le Congo, par exemple, avec ces bois, produit les bois et vend les bois déjà en produits finis. En fait, c'est l'idée que Samy a. C'est ça que Daniel a dit. On peut avoir plusieurs Samy en Afrique pour que nous puissions. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Et avec l'aide de Mafina, on n'a pas choisi au hasard. On a pris les gens avec qui nous voulons aussi créer ces grands réseaux de collaboration. Et je vois aussi que Wilfried est là, s'il n'est pas parti. Wilfried, s'il n'est pas parti, bon, Daniel, si tu peux lui donner 1 minute, je vois qu'il est là. Il a aussi une plateforme qui est presque la même chose comme nous, mais ça sera toujours une bonne chose de créer des synergies ensemble pour voir dans quelle mesure, parce qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Si on est disloqué, chacun dans son coin, on ne fera rien. Ce n'est qu'ensemble. Par rapport aux États, Mafina, si tu regardes sur notre site, l'objectif était de joindre les États, de parler avec les États. Et c'est dans ce sens-là que nous avons un bureau de cabinet d'avocats qui se trouve au Gabon. C'est avec eux que nous sommes en train de travailler pour voir comment nous accompagner à ce que nous travaillons directement avec les États africains, pas seulement avec les entrepreneurs, mais qu'on travaille aussi directement avec les États africains. Du côté de l'ONU, nous sommes en processus d'intégration que nous avons fait une demande d'intégration à l'ONU comme structure qui peut participer à donner les idées, à émettre les idées venant des entrepreneurs, venant de la population locale en Afrique. Bon, en fait, moi je parle beaucoup, je préfère m'arrêter parce que sinon je vais parler, mais pour Tongafrica, on a prévu, je pense que Ornella est là, elle nous écoute aussi, mais bon, on ne lui donne pas la parole, c'est elle qui prépare cette conférence-là. Je pense dans 2 semaines, on aura une conférence expliquant un peu qu'est-ce que Tongafrica, qu'est-ce que nous voulons, avec qui nous voulons travailler, quel sera l'impact. Mais la plateforme est, pour terminer, la plateforme est textuellement comme le modèle. Ce n'est pas une copie-collée, mais on a des différences. C'est textuellement LinkedIn, mais avec une possibilité de travailler, de faire des travaux, de monter des projets, de faire tout. C'est une avance. Bon. Oui. Après, on verra, on va expliquer les week-ends, pas ce week-end qui vient, mais l'autre week-end, dans une conférence libre où on va aussi monter les tutoriels, non en français. Bon, tutoriels, oui, c'est ça, des tutoriels. Voilà, c'est un peu ça notre idée, de participer. La majorité, nous travaillons, et puis on se rencontre, on s'appelle, on discute. Chacun a son travail, mais on est sur Tongafrica pour tenter d'apporter le peu que nous pouvons pour notre continent, notre cher continent. Voilà. Merci, Johnny. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Bon, je pense que Wilfried est là, il continue. Oui, que Wilfried est là, du coup. Ah, je ne sais pas si tu autorises que Wilfried dise un mot pendant 1 minute, 2 minutes là, parce qu'il n'était pas... 1 minute top chrono, je chronomètre, non. Mais je ne sais pas où il est. Wilfried, est-ce qu'il nous entend? Ah, il y a un W qui s'affiche. Ah non, il n'a pas suivi alors. Bon, ça va, on peut... Oui, Wilfried. Wilfried. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, okay. Je l'entends. Désolé, j'avais eu un petit souci de connexion à un moment donné. Déjà, merci pour l'initiative quand j'ai eu l'information par le biais de Daniel. En tout cas, j'ai été très instruit par l'ensemble des intervenants. Donc, pour juste parler rapidement de ce que nous, à Diaspora for Africa, on fait, c'est qu'à la base, on est parti sur une étude de marché en 2016
donc qui nous a fait ressortir des données de la Banque mondiale, des données également de la BAD, qui nous a assisté techniquement aussi dans notre travail de recherche. L'idée qu'on a eue avec Diaspora for Africa, c'est de faire un travail un peu d'intelligence, donc qui va aussi consister à remodeler la façon de transférer ou d'utiliser les fonds de la diaspora vers le continent, donc convertir une partie de ces ressources de la diaspora simplement en capital investissement. Et voilà, donc on a compris aussi que nous, on est basé en Côte d'Ivoire, on opère depuis quelques années plus en France, qui héberge quand même 55% de la diaspora africaine. On essaie de s'étendre en Europe et également d'avoir des bases en Afrique, mais on a compris que de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas forcément maîtriser l'écosystème des autres pays, parce que c'est vrai qu'on parle d'Afrique, mais il faut qu'on parle aussi des Afriques avec les spécificités respectives. Donc, on a décidé de collaborer avec un modèle de représentation locale qui collabore également avec des représentants de la diaspora dans ces pays respectifs. Donc, nous, on essaie juste d'organiser l'écosystème, mettre les instruments d'analyse et de mesure des projets en place et également créer aussi les instruments de suivi et évaluation des projets. Donc, depuis 2016, on existe, on étend nos activités au fur et à mesure. Les challenges sont grands, mais bon, plus l'écosystème grandit, plus on a de l'impact. Donc, on espère voir vraiment cette initiative aller plus loin. Et je salue un peu aussi l'initiative qui est faite par vous, parce que je pense que c'est des cas de collaboration qu'on peut essayer de mettre en place pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Alors, donc, en quelques mots, c'est un peu ça, mais je pourrais fournir aussi un bon nombre d'informations, je pense, en aparté pour fournir des informations. Merci beaucoup. Merci Wilfried, mais avant de vous quitter, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, pas spécialement uniquement pour Tonga Africa, mais pour les autres, pour vous joindre, un site internet, un numéro de téléphone? Diaspora for Africa est très facilement... D'accord, Diaspora for Africa. Voilà, sur Internet, donc il suffit de taper Diaspo 4 Africa, donc le fort, juste le remplacer par 4, et c'est très facile, sur les réseaux sociaux également, voilà, on est quand même joignable. Mais néanmoins, je pense qu'avec vous, quand on va essayer de garder l'échange, je pourrais donner aussi certaines coordonnées pour qu'on puisse contacter directement certaines équipes de Diaspora for Africa. Et voilà. Comme on travaille spécifiquement avec les diasporas aussi, donc autant mettre directement en contact avec nos représentations locales et les représentants de diaspora des pays concernés. C'est vrai, effectivement. Donc le site, c'est Diaspo for, donc le numéro 4, africa.com. Africa.com, ouais. D'accord, super. Merci beaucoup, Wilfried, pour cette intervention, la présentation de votre activité. Ben, au plaisir. À bientôt. À bientôt, ouais. Avec Tonga Africa. Donc, on arrive à la fin de la conférence. Johnny, tu voulais ajouter quelque chose avant ou pas? Je sens que tu vas ajouter quelque chose du coup. Non, non, seulement pour dire que Samy, nous, on va voir avec, comme elle a dit, avec Anna, si la prochaine initiative qu'elle a parlé peut être dirigée vers Lubumbashi. Et ça, on va tenter de le voir. Donc, chez toi, pour voir. Bon, en fait, on veut beaucoup de nouveaux Samy, bon, comme tu es là, et puis on va tenter de voir dans l'ensemble comment continuer les initiatives. Merci. Merci pour la participation, merci pour ton témoignage qui va aussi édifier les autres et se mettre en contact, se mettre en réseau et travailler ensemble. Merci beaucoup. Alors, moi, je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation qui a vraiment permis de répondre à certaines questions, je pense qu'on se pose tous. Donc, je remercie Samy, Anna, Machini, Daniel d'avoir pris le temps de partager leur expérience, connaissances et compétences avec nous. On vous donne rendez-vous donc d'ici 2 semaines pour la nouvelle conférence qui portera principalement sur la présentation de la plateforme Tonga Africa, son utilisation, en quoi est-ce qu'elle pourrait être bénéfique pour nous, pour tous nos travaux de groupe en entreprise. Et donc, ça, ce sera pour Tonga Africa. La publication, enfin, tout ce qui est communication sera faite d'ici la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur Tonga Africa pour pouvoir mettre en place d'éventuelles collaborations ou encore avoir des renseignements sur chacun des intervenants que nous avons pu avoir aujourd'hui, que ce soit sur leur site internet ou alors savoir comment on pourrait vous permettre d'être en contact avec eux, ou alors n'hésitez pas aussi à les suivre sur leurs différents réseaux, notamment LinkedIn, où je pense qu'il sera assez simple de les retrouver. Cette vidéo-là, la conférence, elle a été filmée, et comme je l'ai dit, elle sera sur l'ensemble de nos réseaux, donc notamment sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube, sur la plateforme de IRDAS. Et n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, posez vos questions, que ce soit en barre de commentaires ou encore par message via
le formulaire de contact sur le site de Tongue Africa. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été présents avec nous, merci aux intervenants d'avoir partagé tout ce savoir avec nous. Merci à Johnny pour l'explication sur Tongue Africa et je vous dis à bientôt, passez un excellent week-end. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Merci, au Bye. revoir. Merci. Daniel, Anna, Daniel. pas fini, on va pas plus tard. Bye bye, Merci salut. beaucoup. Ok. Au revoir. Au revoir, Anna. Enchantée. Enchantée, merci. Enchantée, à bientôt.